Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale élevage fourmis. Aujourd'hui on va faire un suivi de quelques jeunes fondations de gines que j'avais récupérées en nature et dont la gine aussi Camponotus liniperdus qui m'avait été donnée par un de mes très chers abonnés. Je voulais vous faire aussi un petit récap par rapport aux nouveaux produits de Fourmium, donc en fait le tube que j'avais acheté, que j'avais fait dans une vidéo. Et du coup vous faire un petit suivi dessus pour vous dire mes impressions avec du recul. Est-ce que j'aime toujours ce produit ou plus du tout? On va commencer directement par le tube de chez Fourmium. On va droit au but. Vous vous rappelez de ce tube, petit support pour tenir le tube. Méga tube, donc avec apparemment je pense que c'est du plâtre. Réserve d'eau donc avec la partie rechargeable. Et aire de chasse beaucoup trop petite par rapport à tout ce qu'on peut mettre en fourmi dans ce tube là. L'aire de chasse, c'est vraiment qu'elle est vraiment petite. Après, il y avait eu aussi une solution. C'était d'enlever cette aire de chasse là qui ne servirait plus à grand chose parce que le trou est vraiment adapté au diamètre de ce tube là. Mais par contre, en fait, le nid en soi-même, je ne sais pas si vous allez voir au travers, on peut juste raccorder un tube à une aire de chasse beaucoup plus grande. Ça veut dire juste le tube en fait là à une aire de chasse plus grande. Parce qu'il y a toujours des raccords sur les aires de chasse, que ce soit Fourmium, microphone, tout ça. Donc oui, il n'y a pas de souci, on peut toujours faire ça, mais si on n'utilise pas l'aire de chasse, comme je vous l'ai dit par rapport à ce tube, elle ne nous sert plus à rien. Donc ça, c'est vraiment un peu dommage que le tube soit pas l'aire de chasse soit pas plus proportionnelle au nombre de fourmis qu'on peut mettre dans ce tube. Après, par contre, le plâtre, j'avais peur que ça se désagrège, que je ne sais pas trop comment ça a été configuré. Est-ce que c'est vraiment du plâtre ou est-ce que c'est un mélange de plâtre avec autre chose, je ne sais pas. En tout cas, l'humidité passe vraiment bien, peut-être même à la limite un peu trop bien. J'ai toujours un peu de condensation, ce qui prouve que les galeries sont bien très humides. Trop humide, je pense pas, parce que dedans, en fait, j'ai mis une jeune fondation de Formica rufibarbis. Et elle, c'est une espèce qui aime le sec et qui se trouve toujours pourtant au point le plus humide du nid. Donc je pense pas que ça soit trop humide pour elle. Ça se développe très bien, ma colonie se développe très bien à l'intérieur, je n'ai pas de perte ni de mortalité, tout se passe bien. Donc non, je pense que tout est bien adapté. La condensation, c'est dû à une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du tube. C'est-à-dire qu'en fait le tube, comme il était dans ma vitrine qui est chauffé, il n'y avait pas de condensation. Par contre, le fait de le sortir en dehors de la vitrine, il y a une perte de température, mais il y a toujours de la chaleur à l'intérieur du tube, mais à l'extérieur, il fait plus frais. Ce qui fait que ça a généré de la condensation. Donc pour la vidéo, ça va être un petit peu compliqué pour la visibilité. Après, quand il y a de la condensation dans vos nids de fourmis, vous voulez enlever cette condensation, vous pouvez toujours, en fin de compte, chauffer par-dessus. Comme ça, il n'y aura plus de condensation. Ouais, je suis vraiment désolé, on voit quelques ouvrières, beaucoup de cocons en fait. Les petites ouvrières rufibarbis. Mais après, comme vous voyez, là, il y a de la condensation. Ici, on a une petite visibilité avec quelques ouvrières, beaucoup de cocons. Donc ça fait vraiment plaisir. Là, franchement, il y a du potentiel. Putain, la différence entre les deux, entre les ouvrières de première génération qui venaient juste d'arriver, les ouvrières après, on voit que j'ai bien nourri avec de la protéine, quoi. Et là, il y a vraiment toute la différence. Non, en fin de compte, le nid, en fait, en soi-même, je le trouve toujours aussi génial. D'ailleurs, même trop abusé. Vraiment, le seul défaut, c'est l'aire de chasse qui est beaucoup trop petite par rapport au diamètre du tube et par rapport à toutes les fourmis. Parce que là, c'est plus un tube de fondation. Là, nous sommes d'accord, nous sommes sur un nid. Un nid en tube rechargeable. Mais pour moi, ça, c'est un nid. Il y a 3 grosses salles. On peut mettre... des centaines et des centaines d'individus dedans sans aucun problème. Par contre, l'aire de chasse, ça va vite saturer, quoi. Donc ça m'embête en fait, parce que si j'enlève l'aire de chasse, comme je vous ai dit, il n'y aura plus de rapport avec le nid. Cette aire de chasse sera inutilisable. Je peux toujours boucher ça et me raccorder pour utiliser l'aire de chasse pour d'autres tubes de fondation. Je trouverai des solutions, vous inquiétez pas. Mais il y a toujours moyen de trouver des possibilités. Ma Camponotus liniperdus, toujours pas d'ouvrière. Voilà, par contre il y a un cocon qui devient vraiment noir, il y a quand même des larves. Vous vous doutez bien qu'il me tarde quand même de voir la première ouvrière sortir, en espérant qu'elle sorte vivante de là-dedans. Que je puisse nourrir la fondation, parce que la reine elle tient toujours que sur ses réserves, quoi. Ça commence à durer,
C'est une espèce qui est très lente au développement et qui est vraiment sujet au stress. C'est très difficile, je trouve, pour débuter dans l'élevage des fourmis, de commencer avec une Camponotus liniperdus. On va la laisser tranquille, on va mettre toutes les chances de notre côté et on verra ce que ça va donner. Je vous tiendrai de toute façon informé. J'avais récupéré quelques Liasus et Marginatus. J'ai tout juste du couvain. Elles ont mis beaucoup de temps avant de fonder et elles ont toujours leurs ailes. Je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo là, mais il y a bien des grappes d'œufs, même de larves maintenant. Je vous expliquerai ça plus tard et je vous montrerai ce qu'il en est par la suite. Là, nous sommes sur une Liasus. Alors là, c'est une Liasus SP noire. Je les nourris uniquement avec du liquide secret, toujours les mêmes recettes, de l'eau mélangée à du miel ou des petits morceaux découpés de verre de farine décongelé. Et ça se passe très très bien. Là, comme vous voyez, j'ai quand même une énorme grappe d'œufs, beaucoup de cocons et les premières générations d'ouvrières. J'adore cette espèce parce que l'air de rien, il s'agit d'une espèce super pour débuter, mais aussi par rapport aux éleveurs expérimentés qui veulent vraiment produire des énormes colonies. C'est une espèce qui ne creuse pas du tout le béton cellulaire ou le plâtre, qui mange un peu de tout, qui s'adapte très bien en captivité, il n'y a vraiment aucun souci. Vraiment, c'est une espèce que je conseille, même pour les éleveurs expérimentés, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à observer, c'est un vrai régal. Et l'air de rien, sur une colonie adulte, ça doit être super intéressant à pouvoir observer. Les chers Tetramorium, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus fidèles d'entre vous, j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment je trouvais des gînes en nature. Et en fait, j'avais trouvé pas mal de gînes Tetramorium dans un parking d'un hôpital un dimanche matin avec la buée, en fait la rosée du matin sur les voitures. Il y avait plein de gînes collés aux voitures qui allaient fatalement mourir au cours de la journée. Et parce que oui, région toulousaine, le matin, rosée du matin, donc fourmis collées sur les bagnoles. À 10 h, coup de chalumeau parce que forcément il y a le soleil qui se lève, plein soleil, plein tarif. Ça veut dire toutes les gînes grillent comme des côtelettes sur barbecue. Bon, je ne vais pas non plus toutes vous les montrer, je vous montre juste une fondation comme ça. On voit des ouvrières première génération, des ouvrières de la deuxième génération, c'est les plus claires, hein, qui viennent de naître il n'y a vraiment pas longtemps. Typique, vraiment type des Tetramorium, des énormes grappes, donc toujours énormément de couvain. Ce qui est très impressionnant au vu de la taille de la reine en elle-même, la gîne. Ça par contre, faire très attention, c'est au même titre que les fédoles, hein, sauf que ça n'a pas de major. Mais ça se développe très vite et ça creuse vraiment le plâtre et le béton cellulaire sans aucun problème. En fait, très attention si vous avez des Tetramorium dans vos élevages. C'est vraiment aussi, on peut aussi appeler ça les reines de l'évasion, comme les Phédole pallidula par exemple. Je profite aussi de cette vidéo parce que j'avais mis une autre fondation de Formica rufibarbis, toujours des gînes que j'avais trouvé moi en nature pendant mes expéditions. Cette gîne là, je l'ai mis dans un nid de fondation de chez Microphone. C'est des petits nids de fondation qui sont vraiment sympathiques avec la petite réserve d'eau. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une réserve d'eau qui doit toujours être pleine. Hein, ça, beaucoup font l'erreur. Vous la remplissez une ou deux fois et vous arrêtez. Le nid va absorber l'humidité, ce qui va mettre de l'hygrométrie dans les salles. Et les fourmis boivent avec l'humidité qui se trouve dans l'air. Tout simplement. Vous pouvez aussi mettre un petit abreuvoir, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre abreuvoir si votre nid est bien humide. Mais si vous humidifiez en permanence la réserve de votre nid, le nid va saturer, vous aurez 100% d'hygrométrie, ce qui n'est pas forcément bien suivant les espèces que vous possédez. C'est à vous de faire très attention à ça et d'observer vos animaux. N'oubliez pas que la Terrario et la myrmécologie, c'est plus de 90% d'observation vraiment parmi vos élevages. Il faut vraiment observer vos animaux pour en tirer des conclusions, pour apprendre à connaître vos bêtes. L'observation se fait la journée, mais elle se fait aussi, attention, la nuit. Ne faites pas l'erreur d'observer vos colonies toujours aux mêmes heures de la journée, du matin au soir et même la nuit, avec une petite lampe torche ou discrètement avec des petites lampes rouges, des petites lumières rouges ou des choses comme ça. Vous pouvez observer vos fourmis, vos colonies de fourmis, ainsi que vos reptiles aussi dans la terrariophilie.
Vraiment, tout se joue sur l'observation. C'est comme ça que vous apprendrez à connaître vos bêtes et que vous obtiendrez une certaine expérience. Vous aurez une certaine logique dans votre façon de penser. Et vraiment toujours, voilà, 90% terrarium myrmécologie, c'est l'observation et toujours le respect des conditions d'élevage, des paramètres pris en compte. Toujours regardez à nouveau si vous êtes toujours dans les bons paramètres. Il y a peut-être un tapis chauffant qui a lâché ou qui ne fonctionne plus de la même manière, un thermostat défectueux. Faites très attention à ça, c'est très important, je tiens à le souligner. C'est pas une science exacte, c'est pas parce que vous avez mis un câble chauffant avec un thermostat que ça a marché pendant 6 mois, que ça continuera à marcher après les 6 mois. Toujours bien contrôler vos paramètres, c'est très important. Régulièrement, tous les 2 jours, toutes les semaines, contrôler si tout se passe vraiment bien, si c'est pas trop chaud, si c'est pas trop froid, c'est vraiment très important. Voilà, il arrive souvent chez les formica que justement quand il y a trop d'humidité dans le nid, les larves ne tissent tout simplement pas de cocon, on se retrouve avec des nymphes nues. Il y a des espèces, quand les larves ne tissent pas de cocon, elles se font immédiatement manger par la colonie. Je n'ai pas recensé ce problème de cannibalisme chez les formica rufibarbis, mais c'est un signe comme quoi il y a trop d'humidité, donc il faudrait que j'assèche un peu plus le nid. Par contre, si le nid commence à devenir sec, il va falloir de mon côté que je mette un abreuvoir en permanence dans l'aire de chasse pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. La rufibarbis reste vraiment mon espèce préférée. C'est une espèce qui est très agressive, qui a un comportement très particulier qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres sous-espèces de formica. La dernière espèce dans cette vidéo que je voulais absolument vous montrer, ce sont les Crematogaster scutelleris. La première fondation que j'ai eue, enfin la première gyne que j'avais trouvée, qui a commencé à faire une bonne fondation. Alors je l'avais mise dans un nid de chez Microphone. C'est un nid, le premier nid que j'avais utilisé pour les Phédole pallidula, quand j'avais les Phédole pallidula. Voici le nid. Il est très très bien. Alors forcément, pour les Crematogaster scutellaris, bon là c'est une jeune fondation, je humidifie un petit peu le nid. Mais c'est une espèce qui n'aime pas l'humidité, qui vit dans le sec. Et il faut mettre un abreuvoir. Mais comme c'est difficile de mettre un abreuvoir dans ce nid-là, j'humidifie un petit peu de temps en temps le nid. Par contre, dans l'aire de chasse, je mets quand même souvent un petit morceau de sopalin avec des liquides sucrés, de l'eau et du miel comme d'habitude. Ce qui fait que les fourmis elles boivent en permanence et elles remplissent comme ça leur jabot social, qui est donc entre guillemets un estomac pour tout le monde. Elles se font du bouche à bouche entre elles, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Voilà cette magnifique espèce. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de larves avec quelques ouvrières. Quand les ouvrières ont la tête rouge, ça veut dire que c'est bon, elles ont quand même un certain âge. Comme celle-ci, quand elle a la tête jaune, ça veut dire qu'elle est née il y a quelques minutes ou quelques heures seulement. Ici, il y a la gyne qu'on voit très mal, je suis vraiment désolé. Il y a un petit peu de condensation en plus, la vitre n'est pas très propre. Et là, nous avons donc d'autres ouvrières avec beaucoup de couvains. Quelques œufs, quelques petites larves et quelques nymphes. Parce que c'est une espèce qui ne va pas produire donc de cocon. C'est directement des nymphes nues. Les Crematogaster scutellaris, elles sont assez difficiles la première année. Il y a quand même certaines conditions à respecter. Le nid ne doit pas être trop humide. Surtout, il faut un abreuvoir ou une source donc de liquide, que ce soit juste de l'eau ou du liquide sucré, donc dans l'aire de chasse. Je n'utilise personnellement jamais, je crois que j'ai jamais dit en vidéo ça, mais j'utilise jamais de sucre comme ça qu'on met dans l'eau. Non, je mets du miel avec de l'eau, des choses comme ça, mais je mets pas du sucre en fait, du sucre en poudre ou en carré. À mes fourmis, j'en donne pas de ça. Je sais pas, ça me tente pas. S'il faut, il faut pas le faire. S'il faut, il faut le faire. Je sais pas, mais j'aime pas trop cette idée-là. Et voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours soutenir la vidéo, mettre un petit commentaire, tous ces trucs-là, ça apporte beaucoup pour le développement de cette chaîne, pour me soutenir à moi et me faire plaisir, vous comprenez? Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!